bienvenue en conférence de presse post-fight d'Arrêt 16. On va commencer la conférence de presse avec M. Fernand Lopez. Fernand, si tu veux bien, d'abord, avant de passer aux questions, énoncer les bonus de la soirée ainsi que les entrées, s'il te plaît. Alors, les entrées, on a fait une salle à 3500. Les bonus de la soirée, c'est agressivité sur Twitter, c'est acquis. On a rajouté un autre bonus à quelqu'un d'autre qui a fait on a considéré qu'il était assez offensif. Donc, on a rajouté un bonus à une autre personne à qui on pense qu'elle a fait elle était super offensive, c'est Youssouf Binaté. Ensuite, il y avait un KO d'Aguirre Mavor. Et puis, quoi d'autre? Pour le médical, on a Efren et Scuedo qui va être évacué là, parce qu'il n'est pas bien. Ensuite, on a une structure à l'œil pour l'adversaire de Virgile, Mantas, il s'appelle. Il y a qui d'autre? Il y avait l'adversaire de Coleman qui a mal au genou, qui a une attelle mais qui ne va pas être évacué, ça va, c'est pas super grave. Mais voilà, grosso modo, tous les autres se portent bien. On passe aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Fernand, Julien de la Mêlée. Félicitations déjà pour cet événement qui est selon moi l'un des meilleurs depuis la création de l'organisation. Ma question c'est à propos de Youssouf Binaté qui a demandé à un adversaire de haut niveau pour son prochain combat. Donc ma question tout simplement, est-ce que tu as un nom en tête pour Youssouf? Ah d'accord. Non, je n'ai pas de nom en tête, mais c'est une catégorie où là il a combattu à 66 kg, mais sa catégorie c'est 61 kg. Je sais qu'il y a un carré d'or, je sais qu'il y a Elias Bourzedan quelque part. Je sais qu'il y a Abou, je sais qu'il y a le match Abou et puis Moustapha Aïda déjà booké pour le 1er septembre. D'ailleurs, j'ai dit le 1er septembre, mais je profite pour vous dire que l'événement du 1er septembre est décalé. Parce que la scène musicale, la salle de la scène musicale, finalement, n'est pas encore chaude à autoriser le MMA. Et donc, on n'avait pas de salle, on n'avait aucune réservation pour le 1er septembre, on a fait toute la France, enfin tout Paris, galère totale pour le 1er septembre, et là finalement on a trouvé la scène musicale et il change la vie. Donc du coup, le 1er septembre, ça va être décalé, on ne sait pas encore quand, on cherche. En tout cas, il y a un carré qui est puissant, avec Elias, avec Abou, avec Moustapha Aïda, et il y a Binaté qui se présente comme une vraie menace. Et donc, je ne sais pas encore, on va réfléchir avec toute l'équipe du matchmaking pour voir ce qu'on fait. Bonsoir Fernand, Andrea de Boxmag. Déjà, félicitations pour cette soirée. Moi, j'avais une question au sujet de Baki. Il devait combattre pour la ceinture ce soir normalement. Est-ce que tu peux nous confirmer que son prochain combat, ce sera bien pour la ceinture? Oui, ça devrait être pour la ceinture. Si c'est sur un... Ouais, ce sera pour la ceinture. Il devra combattre pour la ceinture. Il a mérité la ceinture. Il y a plusieurs, ils sont 2 ou 3 à mériter la ceinture, mais je pense qu'on va trouver une solution pour qu'il combatte pour la ceinture. Et puis, on verra bien avec celui qui voudra le challenger. Bonsoir Fernand Noé de Cover. Moi j'avais une question pour la ceinture des poids plumes. On sait que Damien Lapillus est suspendu pour le moment, même s'il a fait l'appel de la décision. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que ça pousse au portique un peu chez les poids plumes, tu as prévu de remettre en jeu la ceinture rapidement ou on attend un petit peu? Non, je pense que très rapidement, on va mettre rapidement la ceinture en jeu, notamment entre... ça va probablement être... comment il s'appelle? Aluniae, peut-être contre Tonacrop. Oh non, qu'est-ce que je dis? Non, c'est plutôt Daguerre Imavov contre Tonacrop. C'est le combat qu'on a en tête.
Je n'ai pas encore, c'est pas encore confirmé, mais on a en tête Daguerre et Mavor contre Tonacol, match de revanche. Et ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de nouvelles de Ragnar Le Breton, on sait qu'il devait combattre. Est-ce que tu as une date en tête pour son retour ou est-ce que tu penses le revoir avant la fin de l'année? Décembre ou plus tôt, ou décembre 2024. En gros, Ragnar Le Breton a une carrière, comme vous savez, une carrière de comédien, un acteur, un homme d'affaires. Et donc, quand il met tout en pause, il s'entraîne. Et quand il arrête de s'entraîner, qu'il redémarre, il met tout en pause du côté de l'entraînement. Donc là, il n'est pas prêt, il n'est pas chaud avant la fin de l'année. Et une dernière question, il y a beaucoup de combattantes qui ont été récupérées par l'UFC depuis la dernière édition. Donc c'est un signe de bonne réussite pour Ares, qui ça lui pose comme un tremplin. Mais est-ce que tu penses parvenir à regonfler le roster féminin assez rapidement? C'est une très bonne question, mais on le fait à une vitesse grand V. On signe pas mal. On a signé pas mal de jeunes filles de vrais talents qu'on ne connaît pas encore, des profils dont je vais taire les noms pour le moment, mais on a signé pas mal de jeunes filles pour renflouer le roster. Ce qu'on aime faire, c'est ça, c'est d'écrire l'histoire simplement. On laisse les jeunes arriver, on les développe comme on peut, on leur donne l'exposition, ils passent ailleurs, et ensuite nous on reprend d'autres jeunes. Chacun à son niveau. L'UFC, il y a des combats ce soir qui avaient un niveau tellement... le combat de Mantas, par exemple, contre Virgil Aubin, c'est du très haut niveau. À l'UFC, il y a des combats qui ne méritent même pas d'avoir ce niveau-là. Ils ont fait, c'est du très haut niveau. Et la réalité, c'est que même si on se débrouille bien et dans l'Hexagone, on fait ce qu'il y a de meilleur, au bout d'un moment, on n'aura pas les moyens de les retenir. Et si l'UFC les demande, on devrait les laisser pour faire briller ces jeunes. Et voilà. Donc, on ne va pas arrêter de passer les jeunes parce qu'on a peur de ne pas avoir. On va juste ouvrir les vannes et recruter d'autres jeunes pour faire avancer la ligue. Bonsoir Fernand, Anes de Futur MMA. Je vais avoir 3 questions comme ça, on sait tout de suite. Comme ça, on ne te pique pas le micro. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu m'as dit quoi? Comme ça, le micro, tu le confies. Voilà, c'est ça. La première question sur le combattant du main event de ce soir, Bison contre Sutinov. Tu l'as annoncé, c'est quasiment sûr, il sera le prochain sur la ceinture. On sait que l'année dernière, lors de l'UFC Paris, il y a eu une petite surprise du chef de ta part avec William Gomis, qui est apparu sur la carte de l'UFC alors qu'il devait combattre sur la carte d'Ares la veille. Est-ce qu'on peut avoir encore une petite surprise du chef pour cette année? C'est possible. Avec peut-être quelqu'un de la carte de ce soir? C'est possible. Tout est possible. Non, je préfère être honnête avec vous, sincèrement. Ces jeunes, je sais c'est quoi leur rêve. Ils arrivent sur Ares et ils annoncent la couleur. On rêve de devenir champion d'Ares un jour, mais si l'UFC se présente, c'est le rêve de ma vie. Et donc, si il y a certains qui... L'UFC les connaît déjà. Genre, le combat de ce soir-là, Sean Shelby a regardé le combat pour regarder Baki combattre. Ouais, ça a dû lui perdre. On verra bien si ça lui a plu ou pas. Mais en tout cas, si jamais il a la chance qu'il est appelé, voilà. Ils ont leur chance, ils ont chacun la possibilité d'aller briller et faire leur carrière si ça se passe bien pour eux. Deuxième question, du coup en restant sur un petit peu l'événement de l'UFC, il y a une personne qu'on attend tous, j'ai limite pas besoin de citer son nom, Abdoul. On entend soit des rumeurs PFL, puis ça revient sur des rumeurs UFC, ça fait 1 an et demi qu'on l'attend tous à l'UFC et qu'il a totalement sa place. Tu nous avais parlé de peut-être un potentiel combat contre un top 15 immédiatement. Est-ce qu'on peut avoir un petit update sur la situation? L'update, c'est que je suis comme vous. Je suis impatient. Je suis impatient d'avoir le nom, mais je n'aurai pas le nom malheureusement. Mais sincèrement, je suis à votre... On a la même dimension d'info dans le sens où vous allez... Une petite astuce pour voir quand ça bosse dans la catégorie. Il y a 2 matchmakers, il y a ceux qui s'occupent des filles, ceux qui s'occupent des poids lourds, des 85 kg. Vous allez voir que tous les combats qui sont annoncés, c'est des Mick. Parce que Mick bosse tout le temps. Sean choisit quand il bosse. Il démarre la carte de octobre alors qu'il n'a même pas fait celle de septembre. Donc, je vous dis, tous mes athlètes qui sont sur la carte, qui sont gérés par Sean, tout le monde patient. Moi et tous les autres managers du monde entier. Ah donc Abdoul sera sur la carte, on lui cherche un adversaire justement.
ça c'est ce que je vous avais dit à lui. La conversation était claire, il devrait être là-dessus pareil. Ok, dernière question du coup, la troisième. Question un petit peu fâcheuse entre guillemets. Damien Lapillus, forcément, je suis obligé de revenir sur lui. C'était son événement ce soir normalement. Il a été sanctionné par la FLD pour des produits dopants. Enfin bref, il a pris 3 ans de suspension. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos sur cette suspension? Est-ce qu'il n'a pas le droit de s'entraîner toujours en France? Est-ce qu'il n'a plus le droit de combattre en France? Et surtout, est-ce qu'on peut le voir à l'étranger justement? Pourquoi pas le PFL? J'ai cru comprendre qu'il y avait Damien. Si Damien Lapillus est convaincu de dopage, la bonne solution n'est pas d'aller à l'étranger. Pour que tu ailles, aujourd'hui, la lutte antidopage est globale. La lutte antidopage, on a la FLD, mais on a l'AMA au-dessus, l'Agence mondiale antidopage. Et le but est simple, c'est de lutter contre le dopage où qu'il soit. Il suffit de mec qui est pourchassé. Donc, aujourd'hui, la situation elle est que l'avocat qui s'occupe de Damien considère qu'ils ont une bonne chance de renverser la vapeur parce que les 2 pneumologues disent le contraire et donc ils ont été reçus par l'AMA en Suisse et ça avance dans ce sens. Mais voilà, je vous l'ai déjà dit, nous ici on lutte fortement contre le dopage. On veut laisser savoir à tout le monde, vous mettez les pieds sur arrêt, vous êtes dopé, vous allez être chopé. Donc si c'est le cas, il va être sanctionné et puis il respectera tout ce qu'on aura mis comme sanction. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'a droit à ce qu'on lui laisse faire sa retraite, apparemment il a des chances de pouvoir s'en sortir et d'expliquer, afin de justifier qu'il n'est pas dopé. Bon voilà, mais en tout cas, voilà. Bonsoir Fernand, Jeep pour le Bagarre Média. Je voudrais revenir sur Damien. Est-ce qu'il a fait appel ou pas de la commission? Si c'est le cas, normalement, la décision de suspension est suspensive, donc il a le droit de combattre en France, tant que la décision n'est pas rendue par la commission. Dans ce cas-là, est-ce qu'il va combattre à Arès à nouveau? Il a fait appel. Mais l'appel, mais je pense que ce qu'on a demandé, nous, à l'avocat, c'est d'aller très vite. C'est de faire un appel qui va on voudrait que ce soit propre. Quand il y a un combat, qu'il soit clean et qu'il soit libéré de tout soupçon. Parce que ça, c'est gênant, mine de rien. Damien, je le connais, ça fait 15 ans et peu importe, s'il a triché, s'il a été convaincu de dopage, je lui dirai qu'il soit puni. Mais cependant, humainement, je ne vais pas lui tourner le dos et je vais toujours le croiser dans le couloir, l'embrasser, discuter avec lui parce que c'est comme ça qu'on vit en famille. Je sais qu'il a fait appel, je sais qu'ils ont eu, ce que j'ai eu comme information de l'avocate, c'est que l'avocate a eu l'accord de l'appel et qu'ils vont se rencontrer, je ne sais pas où, il y a une cour où il y a un appel, où il y a une discussion entre la FLD, l'AMA et tout un collège de personnes avec des médecins. Je ne sais pas c'est quand, je ne sais pas c'est où, mais en tout cas c'est ce qu'ils attendent et ils ont l'air confiants. C'est-à-dire, si je comprends bien, tant qu'il n'y a pas une décision finale, tu ne le feras pas combattre à Arès? Je ne sais pas encore, c'est pas précis. En tout cas, aujourd'hui, on a préféré, même Damien, il est mal à l'aise avec la situation, il voudrait régler ça. Il a l'impression que c'est injuste, il voudrait régler ça. Et donc, ça nous arrange. C'est un mort qu'on clarifie tout et qu'on le refasse, il n'est pas précis, il va combattre le moment venu. Dernière question. Aujourd'hui, on a vu la salle, c'était comble. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant d'ambiance. Est-ce que les jeunes ont pris le pouvoir à Arès? Dans ce cas-là, est-ce que la politique d'Arès va changer concernant justement le développement de ces jeunes et la mise en avant? Depuis le début, ça a été ça. Hein. C'est juste que petit à petit, on commence à resserrer un peu les choses, mais depuis le début, vous avez bien vu, c'était toujours le passage de... On a toujours tenté ce passage de relais, de dire qu'on met un ancien comme Freddy Kemayo contre un jeune comme Xavier Lessou, c'est parce qu'il y a toujours ce truc-là où c'est ça l'évolution du MMA. C'est les générations qui avancent et qui se passent le relais. Et on va continuer à le faire. Et effectivement, souvent, les jeunes arrivent à un moment donné face à des anciens comme on a vu sur le combat de Mehdi Saadi qui a fait une grosse marche et du coup l'ancien te dit non, tu n'as pas encore le niveau, attends un peu. Et puis souvent, comme ce soir, on voit complètement qu'un petit qui a 6 combats peut dominer un mec qui a fait l'UFC, qui a été classé dans le top 50 de l'UFC. Donc, mais c'est la direction de l'évolution d'une ligue. C'est comme ça que ça doit aller et on va toujours continuer. On va continuer dans ce sens-là, à donner la chance aux jeunes, leur donner un endroit où ils peuvent se faire connaître. Enfin, il y a Michael, il y a un préparateur physique
qui a dit un truc assez impressionnant, l'ancien préparateur physique du MMA Factory, d'ailleurs Nicolas Hodt, qui disait à Baki sur une interview, il y a 1 an qu'il est venu faire de la préparation physique à ma salle. Et je t'ai demandé c'est quoi ton nom. 1 an plus tard, toute la France connaît ton nom. Et Baki lui a répondu, le MMA Factory, arrête ça, ce truc-là, ce truc-là de développer, de donner de l'explosion à des athlètes qui soient du MMA Factory ou d'ailleurs. Et donc oui, on va continuer dans ce sens. Bonsoir Fernand, Pierre de Nocens TV. Déjà félicitations pour ce soir. J'ai une question aux promoteurs et aux passionnés de MMA. Que demander de plus pour un événement comme celui que vous organisez que la Fight Card qui s'est déroulée ce soir? Que demander de plus? Franchement, ce soir on a été complet. Pour l'audience qu'on avait, le public qu'on avait, ils ont été super cool, super polis, très patriotes, très impliqués dans l'événement. Honnêtement, j'ai kiffé. Moi, j'ai aimé la soirée. Elle était bien, elle était simple. Pourtant, il n'y avait pas de très gros noms ronfleurs venus d'ailleurs ou quoi que ce soit. Juste nos petits jeunes ont su mettre le feu et je suis très satisfait. Je pense qu'il serait difficile de demander plus que ça. Juste suivez encore plus, suivez les réseaux. Allez liker les réseaux sociaux des comptes d'Ares et puis éventuellement soyez plus présents, c'est tout. Merci. Je pense que tous les passionnés seront d'accord avec toi. Dernière question, tu disais que les jeunes venaient à Ares et qu'ils avaient d'autres ambitions derrière. Il y en a un qui a des ambitions bien précises à Ares, c'est Daguerre Mabov. Est-ce qu'on peut en parler? Il a demandé la ceinture, on lui a parlé aussi à la conférence de presse. Il la veut, beaucoup pensent qu'il la mérite. Quel est ton avis là-dessus? Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat, il va la faire, la ceinture. C'est inévitable. Ceux qui ne savent pas, c'est un miracle qu'ils reviennent Daguerre. Parce qu'en réalité, ce jeune devait être à l'UFC, il avait eu une promotion de l'UFC à un moment donné, ça s'est mal joué, et je pense qu'il a été archi démotivé, et je pense que son petit frère l'a remotivé, le petit frère l'a poussé à reprendre le combat, et voir qu'il réussit à revenir et lutter contre l'adversité, mettre un KO sur un combat où ça a mal démarré au départ. Je suis content pour lui et je pense qu'il mérite. Il mérite, et c'est pour ça que je dis que si rien ne change, normalement, en octobre ou novembre, on devrait avoir un titre entre Donald Kroll et Daguerre Mabov. Merci beaucoup et félicitations. Merci. Bonsoir Fernand. Ce soir. Le nom de votre média, s'il vous plaît. Comment? Le nom du Autant média. pour moi, Nicolas Hodt, Agence France Presse. On a vu un club, enfin certains combattants qui ont été mis en lumière ce soir, à savoir le MMA Factory. Il y a un deuxième club aussi, dont on parle peut-être un petit peu moins, que nous on a découvert à travers un article aussi, c'est le Boxing Squad de Nice. J'aimerais connaître ton ressenti sur tu en as parlé un petit peu, tu as déjà donné un début d'explication sur Vigil Haugen, sur aussi son collègue Sola aussi. C'est ça. Je voudrais savoir quelle est ta vision, toi, sur ces deux combattants qui sont aussi, on peut dissocier aussi sur du court terme et du moyen terme, comment tu les vois évoluer au niveau d'Ares et comment tu les vois évoluer aussi par la suite de leur carrière. C'est le futur. Boxing Squad, c'est l'un des meilleurs gyms en France. Peut-être même le deuxième. Ok. Ouais, c'est l'un des meilleurs gyms en France, sincèrement. Adi Kassata fait un boulot. Il a une très belle pédagogie, il fait un boulot c'est la preuve. Aujourd'hui, c'est simple, ce n'est pas subjectif l'histoire de Claude. C'est une affaire on le voit. On voit Manon Fiorot qui va nous offrir sur l'UFC, probablement le plus beau combat féminin qu'on ait jamais eu de l'histoire de la France. C'est juste Manon contre Rostov Namajunas, c'est un délire. Moi, je suis archi fan de première de ce que Manon fait. Ensuite, la team, même certains noms dont on ne parle pas, Sofiane Bouchou, c'est un bon combattant, un bon poids lourd. Axel Sola, qu'on vient de voir. J'en parlais avec Cyril, on était assis à côté. Le niveau d'intelligence que beaucoup de gens ne perçoivent pas dans ce que fait Axel Sola, ce qui m'a troublé ce soir, c'est flippant. Ouais. La manière dont il fait ses mouvements, entrée, sortie, la manière dont il piège le gars pour lui envoyer le bras arrière, tout ce qu'il fait, c'est calculé et c'est fou qu'un gars aussi jeune
puisse avoir une telle intelligence de combat, c'est vraiment flippant. Donc, oui, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qui est dans la même salle, Manon qui est dans la même salle, Axel qui est dans la même salle, Virgile. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette salle et ça veut dire que le coach est bon. Et non, il n'y a rien à dire. C'est bien, ça veut dire que le MMA français se développe à vitesse grand V. Et tu les vois arriver où? Tu les vois là, sur le moyen terme? C'est pas le long terme, mais sur le moyen terme. Je l'ai dit, vraiment c'est mon avis. Hein. Certains critiques ne vont pas valider ce que je dis, mais c'est vraiment mon avis, mon ressenti, c'est que cette Fight Card, 50% minimum de cette Fight Card finit à l'UFC et probablement les 1/10 finit champion de l'UFC. Il y a du très gros talent dans ce qu'on a vu ce soir. C'est à chaque fois, il y avait des choix de frappe, la manière de frapper, Ilian Boifia. Les gars, je suis sûr que parmi vous, il y a de très bons boxeurs. Vous avez compris ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu beaucoup de grosses frappes ou quoi, mais la lecture du jeu, la manière de rentrer dans le combat et de faire de s'extirper de la zone rouge, il faut avoir des années de combat pour faire ça. Les pièges qui tendent, il faut avoir des années de combat pour faire ça. C'est trop intelligent pour un mec de cet âge et un mec qui a à peine 2 combats. Donc moi, je suis complètement bluffé. Et oui, je pense ces noms-là, on va les voir pendant longtemps et à l'UFC. L'avant-dernière question. Bonsoir Fernand, Jules pour les points. 2 questions très rapides. On a vu qu'il y avait 2 catchweights, il me semble, sur la carte de ce soir. Je voulais un peu savoir la politique d'Ares concernant les catchweights. On sait que par exemple l'UFC met en place des sanctions financières quand les combattants n'arrivent pas à faire le poids. On va savoir un petit peu à Ares comment ça se passe. Ce sont les mêmes dispositions qui sont sur Ares. Quand les athlètes ne sont pas au poids, en fonction du nombre de kilos qu'ils ont perdus, ils réservent des sous qui sont reversés à des aides caritatives. Donc oui, il y a une sanction dessus. Deuxième question très rapide, un peu par rapport justement à ce catchweight. On a vu Efrain Escudero ce soir qui était dans un état de forme, certains diront un petit peu passé. Comment on fait ça? Comment on fait pour reconnaître l'état de forme de quelqu'un? C'est des propos que j'ai entendus, c'est pas forcément les miens. On savait qu'il combattait en lightweight et ce soir il était à 81 kg par exemple. Vous pensez quoi? Moi je pense qu'il n'était pas à son poids de corps. Okay, parce que Baki c'est pareil, hein. Baki combat à 77 mais il n'était pas à son poids de corps. Est-ce que pourtant il n'était pas en forme? Non, bien sûr, mais après c'est du ressenti. Donc du coup vous présumez que Efrain Escudero n'était pas bien parce qu'il est un peu enveloppé, c'est ça? C'est que vous considérez comme il a de la masse adipeuse, probablement il n'est pas bon. Non, Fedor n'était pas bon. Ah non, je ne sais pas faire sur un là. On a vu des poids lourds très athlétiques. Voilà. Mais pour revenir un peu à ma question, il a fait une performance ce soir que certains estimaient, encore une fois, certains pas vous ne pensez rien, il n'y a que les autres qui disent des choses. Des propos rapportés. Mais est-ce que vous avez des regrets justement, parce qu'on sait que c'est un combat en très short notice, et vous avez mis ce combat en main event, est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça ou pas? Ah, du tout, aucun regret, mais du tout. Ce mec-là, il freine. Il y a le seul outil de mesure qu'a le MMA dans le monde aujourd'hui, le véritable outil qu'utilise tout le monde, tous les matchmakers, c'est Fight Matrix. Sur Fight Matrix, ce mec-là est classé 200 places au-dessus de Baki. 200 places. On sait tous qu'il n'est plus jeune. Il a dit lui-même à l'interview, je sais qu'on me piège quand on m'amène dans un combat comme ça, c'est le relais, on peut passer le relais sur moi, on le sait tous. Mais on se dit, il a plus de métier, il a plus d'expérience et donc il va compenser avec l'agilité. Donc, moi je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver de trouver des petites excuses. Au bout d'un moment, peut-être qu'il y a un monde parallèle où simplement, même étant en forme, même étant à 77 kg, il ne peut pas battre Baki. Il faut qu'au bout d'un moment, on arrive à se dire, bon, même si Cote, il arrive à 70 kg, il ne peut pas battre Baki peut-être. Et à ce moment, voilà, juste valider, bon voilà, c'était un combat qui allait dans un sens parce que l'autre était trop fort, pas parce que l'autre n'est pas en forme. Dernière question. Bonsoir Fernand, Alexandre Rousseau pour Bongarnogui. Est-ce que tu aurais des informations de communiquer concernant le statut de Taylor Lapillus à l'UFC? Et est-ce que tu sais s'il pourrait être présent pour l'UFC Paris en septembre? Il y a de fortes chances qu'il soit là en septembre. Taylor, il est dans le ressort de l'UFC. Enfin, c'est difficile d'aller chercher les mecs à l'extérieur s'il y a un mec qui est déjà dans le ressort de l'UFC. Donc il y a de très fortes chances qu'il soit à l'UFC. Il mérite d'être à l'UFC.
Et Fernand, on te remercie. C'était la dernière question pour toi ce soir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.